Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire qui s'intitule Le retour des salariés sur site. Pourquoi et comment l'organiser? Depuis avril 2019, la crise sanitaire a modifié en profondeur notre façon de travailler et avec les différents confinements subis, l'usage du télétravail a été en forte hausse pour une partie des salariés. Si certaines personnes y ont vu un apport bénéfique, tel que l'absence de transport, un gain de temps de sommeil, l'assouplissement des règles concernant le télétravail depuis le 1er septembre, avec un retour sur site à 100%, peut engendrer des craintes ainsi qu'une vision de régression, notamment importante chez les personnes pouvant présenter un syndrome de la cabane, qui va se traduire par des difficultés à réintégrer l'environnement social et l'environnement du travail. Il devient donc important pour l'entreprise d'organiser le retour sur site des salariés. Pour y voir plus clair et répondre à nos questions, je remercie le docteur Fouché, médecin du travail, et Annise Gianetti, psychologue du travail, d'être présents. Ce webinaire va aborder deux axes, le pourquoi et le comment organiser ce retour sur site, notamment au niveau du comment s'adapter aux évolutions récentes, comment préserver la QVT et comment prévenir les risques professionnels. Et dans un deuxième axe, comment et notamment formaliser les nouvelles organisations de travail, comment mettre en place les moyens humains et matériels, et enfin, comment maintenir la qualité des relations de travail. Docteur Fouché, quel constat peut-on faire sur l'organisation des entreprises depuis le début de la crise sanitaire? Bonjour à tous. Le constat que l'on peut faire, en particulier pendant le confinement, c'est que finalement, chaque entreprise a fait comme elle pouvait. S'est organisée en urgence et a fait ce qu'elle a pu. L'idée d'organiser le retour des salariés va permettre à certaines de réaliser que le passage au télétravail, ça marchait. Ils ont été obligés de s'y faire et finalement, quand on revient, on peut organiser le télétravail. Certaines entreprises qui avaient complètement arrêté leur activité sur site, certaines ont été au chômage partiel, d'autres avaient pratiqué le télétravail selon différentes modalités et d'autres avaient organisé des équipes en fonction de leurs activités. Certaines étaient sur site, certaines étaient en travail. Le retour des salariés peut être compliqué pour certaines entreprises et passer en télétravail à 100%. Il faut se réapproprier le nouvel environnement de l'entreprise, comment aménager un open space, par exemple. Dans certaines entreprises, le retour sur site se fait sur différents lieux, que ce soit à domicile, que ce soit en coworking. Est-ce qu'on garde ces nouveaux lieux? Quelles réflexions on peut avoir dans ces nouvelles manières de travailler? Alors, Annelise, on entend souvent parler de QVT, qualité de vie au travail, mais l'organisation du retour 100% sur site peut-il influer sur cette notion de QVT? Alors, bonjour à tous. Alors, je voudrais d'abord revenir sur la notion de qualité de vie au travail. Donc, en fait, c'est une perception individuelle et collective en lien avec un sentiment de bien-être au travail. Cette perception, elle s'appuie sur trois axes principaux. Les conditions d'emploi et de travail. Est-ce qu'on se sent en sécurité au sein de l'entreprise ou encore a-t-on la possibilité de concilier sa vie professionnelle et sa vie privée? La QVT s'appuie également sur les possibilités d'expression et d'action des salariés. Est-ce que je peux prendre part aux décisions qui impactent mon travail? Est-ce que je me sens soutenue par mes collègues et mon manager? Et enfin, la QVT a un lien avec le contenu du travail. Est-ce que j'ai la possibilité, là encore, de m'organiser, d'acquérir de nouvelles compétences? Et est-ce que je suis en accord avec les valeurs de mon entreprise? Donc, vous comprendrez bien que pendant la crise sanitaire, cette QVT a pu être fragilisée. Mais les salariés, sur le long terme, ont pu recréer de nouveaux équilibres, notamment du fait du télétravail, une meilleure conciliation vie privée, vie professionnelle, une plus grande autonomie aussi avec la possibilité d'organiser ses tâches et de développer des outils qui aident au quotidien. Donc, forcément, un retour sur site non accompagné
peut bouleverser ces nouvelles habitudes de travail acquises récemment. D'où la nécessité d'organiser les choses pour préserver la qualité de vie au travail et donc pour éviter également les risques psychosociaux. Donc, sur les risques psychosociaux, je vous rappelle notamment que ces risques recouvrent des risques professionnels d'origine et de nature variée qui mettent en jeu l'intégrité physique et mentale des salariés, mais qui ont aussi un impact sur le bon fonctionnement de l'entreprise. Les risques psychosociaux recouvrent 6 facteurs, la charge de travail, les exigences émotionnelles, les rapports sociaux dégradés au sein de l'entreprise, les conflits de valeurs, le manque d'autonomie et enfin l'insécurité socio-économique de l'emploi et du travail. Là encore, la crise sanitaire aura eu un impact sur chacune de ces 6 dimensions, en positif ou en négatif. Ça peut être une charge de travail augmentée ou diminuée, des relations professionnelles améliorées du fait de la distance ou à l'inverse dégradées, une perte de sens dans son travail ou à l'inverse un sentiment d'utilité accrue. Donc, tous ces changements ont nécessité un temps d'adaptation, ce qui a demandé aux salariés de mobiliser beaucoup de ressources pour y faire face. Or, le retour en entreprise nécessite un nouveau temps d'adaptation, avec des nouvelles ressources à mobiliser, et donc aura forcément un impact sur les risques psychosociaux. Là encore, en positif ou en négatif, selon le vécu de chaque salarié. Donc, il faut prendre en compte en fait ces différences de vécu pour organiser le retour sur site et éviter la dégradation de la santé psychologique et physique des salariés. Très bien, merci. Docteur Fouchier, nous venons de voir l'impact important des risques psychosociaux, mais existe-t-il d'autres risques à prendre en considération? Oui, bien sûr. Il y a les risques professionnels, notamment ceux qui sont liés à la situation sanitaire, avec un risque de transmission du virus qui peut créer de l'absentéisme et qui impacte la qualité de santé des salariés. Il va donc falloir mettre en place des mesures barrières, faire attention à l'organisation des vestiaires ou du restaurant et des nouvelles règles de vivre ensemble dans l'entreprise. Il y a également tous les risques professionnels qui sont liés aux troubles musculo-squelettiques que l'on rencontre notamment dans le travail sur écran. Ces troubles peuvent toucher différentes articulations, le poignet, les épaules, les cervicales en particulier. Vous savez bien que l'homme n'est pas fait pour vivre assis. Ces TMS sont des douleurs qui touchent des structures autour des articulations, que ce soit les muscles, les nerfs ou les tendons. On évoque souvent, en général, quand on pense au TMS, on pense aux tendinites. Il faut savoir qu'une tendinite, selon la gravité, met quand même de 1 à 3 mois pour guérir. Ces TMS sont favorisés par des positions contraignantes, une répétition d'un mouvement, une charge trop lourde ou des organisations de travail délétères, un manque de pause, peu ou pas d'alternance des tâches, peu de contrôle du contenu du travail. Le travail sur écran provoque aussi un risque de fatigue visuelle. Alors, le travail sur écran ne va pas provoquer des maladies des yeux, mais peut révéler des petits défauts qui, à la longue, augmentent cette fatigue visuelle. Contribue également à la fatigue visuelle le problème d'éclairage de la pièce ou une différence de contraste lumineux entre l'écran et l'environnement de la pièce, trop important. Enfin, dans les risques liés au travail sur écran, il y a le problème de la charge mentale qui est liée à une surcharge de travail, un isolement qui a été très fréquemment évoqué pendant ces temps de confinement, une mauvaise définition des contenus de travail et le problème de la répartition des tâches. Donc, nous venons de voir pourquoi le retour en entreprise devait s'organiser. D'abord pour s'adapter à des nouvelles conditions de travail qui sont totalement inédites, il n'y a pas de retour en arrière, pour préserver une qualité de vie au travail et enfin prévenir les risques, qu'ils soient psychosociaux ou professionnels et liés au travail sur écran ou au Covid. Donc, Anne-Lise, concrètement, comment on peut préparer et organiser cela? Alors, la première chose à faire pour organiser le retour sur site, c'est de formaliser ces nouvelles organisations du travail. Donc, comment s'y prendre?
C'est tout d'abord planifier avec les acteurs, avec tous les acteurs de l'entreprise, que ce soit les salariés, les managers, les représentants du personnel, des retours d'expérience. Ce retour d'expérience, c'est faire un bilan collectif de comment a été vécue cette période par chacun et quelles sont les évolutions qui ont été mises en place en termes d'organisation de travail, de pratiques professionnelles et de mode de management. C'est identifier ce qui a marché ou non dans l'organisation pendant la crise sanitaire pour pouvoir capitaliser et finalement conserver les mesures adaptées et corriger celles qui généreraient des difficultés. Et tout ça en s'appuyant sur les compétences acquises par vos collaborateurs en termes d'autonomie, de polyvalence et d'inventivité. Voilà. Ce qui permet en même temps de valoriser ces compétences acquises. Il faut par la suite choisir entre tout ce que vos salariés vous auront remonté en termes de nouvelle organisation du travail. Donc là, c'est arbitrer sur ce qui vous semble le plus pertinent de conserver, voire de généraliser au niveau de l'entreprise. Et ensuite, il faut acter ces nouveaux changements en mettant à jour vos documents en interne et vos procédures pour formaliser ces nouvelles modalités de travail. Et la dernière étape, c'est d'informer, communiquer à l'ensemble des collaborateurs ces nouvelles modalités de travail. Et surtout, n'oubliez pas d'expliquer pourquoi vous en avez retenu certaines et pourquoi vous en avez écarté d'autres. Parce que comprendre permet finalement de donner du sens et de s'impliquer davantage dans son travail. Et au niveau matériel et humain, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des choses à faire, notamment s'interroger sur l'organisation spatiale dans l'entreprise. Que fait-on des open space? Est-ce qu'on les garde? Comment on les aménage par rapport aux mesures barrières? Est-ce qu'il ne faut pas créer des nouveaux bureaux individuels? Certaines entreprises ont donné des enveloppes financières à leurs salariés pour l'aménagement à domicile. Parce qu'on pense à aménager les bureaux dans l'entreprise, mais c'est important que les salariés soient également bien installés à domicile. Cette enveloppe peut servir à acheter un grand écran, un fauteuil de bureau ergonomique, un clavier ou une souris déportée si le grand écran n'est pas possible. C'est mettre en place des kits sanitaires à disposition des salariés et c'est réaménager éventuellement l'ensemble des espaces de travail pour que la circulation des salariés ou du public se fasse dans les nouvelles règles sanitaires. Au niveau des moyens humains, quand on met à disposition des outils de communication ou de nouveaux logiciels, il faut penser aussi à former ces personnes. Certaines personnes vont se retrouver en télétravail, mais ne sont pas forcément familiarisées avec un logiciel ou ne sont pas très à l'aise avec l'informatique. Donc, il faut penser à les former. Si on met en place des mesures barrières dans l'entreprise, il faut penser à la faisabilité de cette mise en place en fonction des sites de travail. Les situations particulières vont également être prises en compte pour l'organisation du télétravail. Il existe encore des personnes à risque. Donc, par rapport à une organisation globale de l'entreprise, quelles vont être éventuellement des exceptions? Certains vont être confrontés à nouveau à des temps de transport importants. Comment gère-t-on ça? Et enfin, certaines personnes gardent encore une peur de se contaminer sur le site, dans les transports. Et donc, il faut communiquer sur les mesures barrières qui sont mises en place et la possibilité ou non de travailler à domicile. Nous allons faire maintenant un focus sur le télétravail et son organisation. Alors oui, tout à fait. Il est important, si vous choisissez de mettre en place des journées de télétravail dans votre organisation, de l'anticiper et de le préparer. Donc en termes d'organisation, toujours en s'appuyant sur ce qu'on a vu tout à l'heure, le retour d'expérience des salariés, c'est de repérer finalement au sein de chaque équipe quelles sont les activités télétravaillables. En fonction de ça, c'est de définir l'organisation de chaque équipe. Donc choisir le temps de télétravail le plus adapté par rapport à chaque métier et en fonction des habitudes aussi de chacun. C'est tenir compte, comme le disait le docteur Fouché, des contraintes personnelles. Alors, elles peuvent être vécues positivement ou négativement.
des lieux de vie, par exemple, plus ou moins adaptés, avec des personnes qui vivraient dans des studios et qui n'auraient pas de pièces dédiées pour le télétravail. La présence peut-être aussi d'un conjoint en télétravail qui complexifie aussi les choses, ou d'enfants en bas âge à s'occuper. Voilà, donc il faut pouvoir prendre en compte tous ces critères-là. Et puis, un petit conseil qui me semble vraiment nécessaire de rappeler, c'est qu'il faut essayer de conserver les relations sociales et donc des temps d'échange, si possible en présentiel. Comme le disait le docteur Fouché également tout à l'heure, hein, mettre à disposition pour le télétravail un équipement adéquat, donc c'est à minima un ordinateur portable, et également des formations sur les nouveaux outils, parce que même si les salariés s'en sont servis pendant le premier confinement, ben voilà, un petit rappel sur certaines fonctionnalités, ça peut leur permettre de se sentir mieux au quotidien dans leur travail. Par exemple, je vais vous donner un exemple de ce qui a été mis en place dans une entreprise et qui a été très bien accepté par les salariés. C'est en fait l'employeur a laissé le choix à ses salariés de choisir entre 1 à 3 journées de télétravail par semaine et de définir par avance ces jours dans la semaine. Et puis ça a été fixé, défini par avenant au contrat. Seul un jour en présentiel a été imposé finalement pour permettre à l'équipe, ce que je vous disais tout à l'heure, de se retrouver au complet et de garder ces liens. Quand on est à domicile, c'est important d'appliquer les bonnes pratiques qu'on avait également quand on était sur site. Notamment savoir s'installer devant son écran. Donc avoir l'écran à la bonne hauteur, c'est-à-dire que le haut de l'écran arrive au niveau de la ligne des yeux, les coudes sont à 90 degrés, on est au fond de son fauteuil et les pieds bien à plat. Ça, c'est l'aspect pratique. Il faut penser à varier les tâches et lâcher son ordinateur de temps en temps. Faire des pauses visuelles et faire également des pauses où on se lève de son fauteuil. On peut marcher, par exemple, en passant un coup de fil si on n'a pas besoin de son écran. Il faut penser à faire aussi sa pause déjeuner. Un petit truc que je donne de temps en temps aux salariés qui me disent avoir du mal à faire des pauses, c'est de se mettre une alarme et d'essayer de respecter ces pauses. Ne pas sauter la pause repas. Et pendant une pause, éviter d'autres écrans. Ne pas aller regarder une nouvelle série qui nous plaît ou se servir de son téléphone. Et pourquoi pas faire quelques exercices d'étirement. Au niveau des normes, entre guillemets, les recommandations de l'INRS demandent de faire une pause de travail sur l'écran de 10 minutes toutes les 2 heures. Alors, il n'y a pas que les bonnes pratiques, comment s'asseoir et faire des pauses, il faut également savoir organiser son travail à domicile. Tout à fait. Donc, il est important de bien rappeler, si vous partez sur une organisation avec du télétravail, des bonnes pratiques en termes d'organisation de charge de travail à vos salariés. Donc, la première chose, c'est que les salariés doivent anticiper et planifier la charge de travail sur leur semaine. Si, par exemple, ils sont 2 jours en télétravail et 3 jours sur site, c'est finalement de répartir les tâches à faire sur site et celles en télétravail. On va, par exemple, plutôt privilégier les tâches administratives sur les journées de télétravail. C'est structurer aussi sa journée de travail comme une journée de bureau, c'est-à-dire en définissant des heures de début de travail et des heures de fin. Et tous les moments de pause. Si on avait l'habitude de prendre une pause le matin, une pause l'après-midi et 1 heure de pause déjeuner, voilà, il faut garder tous ces rituels. C'est également prioriser ces tâches sur une journée. Quelles sont celles qui sont vraiment prioritaires, que je dois terminer dans la journée, et quelles sont celles qui peuvent attendre le jour suivant. Et ça se fait aussi par des échanges réguliers avec le manager de proximité et pour pouvoir aussi réadapter en fonction des contraintes de chaque salarié les objectifs et redéfinir la charge de travail peut-être de manière un peu plus globale sur l'équipe. Et enfin, le dernier conseil, c'est en télétravail, garder le contact avec ses collègues. Prendre un temps de pause pour joindre un collègue et prendre de ses nouvelles, par exemple, ou alors garder l'habitude, comme on avait sur site, d'appeler un collègue en cas de difficulté pour qu'il puisse m'aider et voilà, surmonter ma difficulté, peut-être me donner des astuces auxquelles je n'aurais pas pensé.
Et tout cela, finalement, permet une meilleure conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle. Il faut bien penser également au droit de déconnexion de vos salariés qui s'applique aussi sur les journées de télétravail. Donc là, par exemple, on a une de nos entreprises qui a décidé de mettre en stand-by leur serveur à partir d'une heure définie pour éviter justement que les salariés se reconnectent à leurs ordinateurs en dehors des heures de travail. On parlait tout à l'heure de garder le contact. Alors, comment on peut préserver ces relations, ces vraies relations de travail? Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler qu'on parlait au début de ce webinaire de qualité de vie au travail. Maintenir la qualité des relations de travail, c'est œuvrer pour la qualité de vie au travail. Donc, comment faire? C'est tout d'abord être à l'écoute de vos salariés en maintenant des temps d'échange réguliers. Alors, des temps d'échange avec le manager sur finalement comment on réorganise la charge de travail. Et puis, c'est aussi favoriser des temps d'échange entre salariés pour qu'ils puissent discuter eux-mêmes des difficultés qu'ils rencontrent et de comment chacun fait face à ces difficultés pour les surmonter. C'est aussi planifier des processus d'alerte en cas de difficulté. Alors, la première chose, c'est d'identifier les sources possibles de tensions et de difficultés et être attentif aux signes précurseurs de leur survenue. Alors, des indices qui peuvent vous aider, c'est des indices individuels, par exemple, ce serait une personne qui s'isole, qui tient des propos alarmants, qui arrive de plus en plus régulièrement en retard ou qui fait des erreurs dans son travail, qui serait fatigué aussi très régulièrement. Ou des indices un petit peu plus collectifs sur, par exemple, une augmentation des accidents de travail, des violences verbales entre collègues ou un manque de respect, par exemple le fait de ne plus se dire bonjour le matin. Voilà, tous ces petits signes qui peuvent vous dire que finalement il y a une dégradation. Et dans ce cas-là, il faut pouvoir recevoir en entretien le ou les salariés qui sont concernés le plus tôt possible. Et ça, c'est le rôle du manager de proximité. Mais son rôle, bien évidemment, c'est de le recevoir pour une première écoute, un premier soutien, mais c'est après de pouvoir aussi l'orienter en fonction de sa problématique sur les bons relais, des relais compétents qui puissent prendre en charge les difficultés de ses salariés. Donc ça peut être en interne, auprès des ressources humaines par exemple, ou des délégués du personnel parfois aussi, ou alors ça peut être en externe vers une assistante sociale ou bien entendu le service de santé au travail qui est là aussi pour recevoir les salariés en difficulté. Et enfin, pour maintenir des bonnes relations de travail, il faut accompagner les managers. Pourquoi? Parce que une organisation exclusivement sur site ou exclusivement en télétravail ou qui mixe les deux, le mode de management n'est pas du tout le même. Voilà. Et puis, pour aider aussi le manager à reconnaître des signes de difficulté au sein de ses équipes. Donc, finalement, c'est les former et les sensibiliser, mais c'est aussi leur donner les moyens humains et matériels adaptés à la situation et au contexte qu'ils vivent. En conclusion de ce webinaire, j'aimerais vous faire part de 4 points qui nous semblent essentiels dans le retour des salariés sur site. C'est important de les impliquer au moins à minima dans les décisions qui vont les concerner sur l'organisation de leurs tâches, sur les relations entre collègues, sur le contenu du travail. Il faut restaurer aussi la coopération entre les salariés, par exemple prévoir du travail en binôme sur certains projets, même si les deux personnes sont en télétravail, prévoir des temps de réunion entre collègues pour discuter des manières de travailler, comme l'a souligné Anis tout à l'heure, de trouver des solutions quand un problème surgit. Prêtez attention également à redistribuer la charge de travail. Nous avons pu voir passer des salariés qui étaient en réelle surcharge de travail avec des temps devant l'écran qui pouvaient aller à 10-12 heures par jour. Donc, il faut, par exemple, certains salariés qui travaillent en contact avec des pays en décalage horaire peuvent être dans ce genre de situation et c'est bien de rediscuter de cette charge de travail.
Enfin, l'entreprise va ajuster cette organisation mise en place en fonction des retours d'expérience, en fonction des difficultés qui ont été notées, des réussites aussi, parce que c'est important de noter ce qui marche, et va réadapter les processus. Le travail s'adapte à l'homme et non pas l'inverse, et l'organisme qui est comme un organisme vivant va varier en fonction du contexte, qu'il soit sanitaire ou économique, et va pouvoir s'adapter. Merci beaucoup. Moi, ce que je retiens, c'est que au niveau de la réorganisation du retour sur site, c'est chaque entreprise est obligée de s'adapter par rapport à son contexte et qu'il n'y a pas une façon de faire qui soit identique pour toutes les entreprises. Exactement. C'est difficile de proposer un modèle figé qui serait adaptable à toutes les entreprises. Ça dépend du contexte de chaque entreprise, du travail qui est effectué. On est bien d'accord que c'est plus facile d'être en télétravail pour du travail administratif, entre guillemets. Il y a certaines tâches de la réception de public, ça ne peut jamais se mettre en télétravail. Cela dit, il y a du retour en entreprise sur des entreprises qui accueillent du public et elles vont devoir mettre en place des structures nouvelles, que ce soit dans la circulation des salariés ou du public. D'accord. Autre chose, je pense que ce retour à 100% sur site ne peut pas se faire d'un coup. Il faut un accompagnement progressif, que ce soit des salariés, mais aussi de toute la ligne managériale, je pense. Oui, tout à fait. Un retour sur site à 100%, chaque changement au sein d'une entreprise a un coût mental, psychologique, c'est une charge. On se réadapte, on doit se réadapter. Donc, forcément, ça a un coût aussi au niveau de la santé. Donc, il faut effectivement essayer d'accompagner ces changements en prenant en compte aussi l'avis des salariés. Et donc, forcément, on ne va pas passer du 100% télétravail au 100% sur site du jour au lendemain. Voilà. C'est bien aussi d'y aller progressivement et de réadapter aussi progressivement en fonction des contraintes de chaque collaborateur. En fait, on se rend compte que les entreprises sont à deux problèmes extrêmes. Des personnes qui ne veulent plus revenir sur site pour diverses raisons, des temps de transport importants, une peur de se contaminer, une gestion de l'ensemble de la vie plus efficace, et des personnes qui ne supportent plus d'être en télétravail et qui veulent revenir à 100%. Donc je pense que chaque entreprise doit trouver l'équilibre et proposer des manières de travailler qui s'adaptent un petit peu au collectif de travail. C'est important de s'occuper du collectif de travail aussi. Ce n'est pas chacun individuellement, c'est l'ensemble du collectif de travail. Et petit à petit, mettre en place une organisation qui satisfait à peu près tout le monde. D'accord. Merci docteur, merci Anne-Lise pour toutes vos explications et qui, je suis sûr, vont pouvoir servir à nos adhérents afin de mieux appréhender les enjeux et comment organiser au mieux le retour des salariés sur site. Merci à vous d'avoir été présents et d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez surtout pas à contacter vos équipes de santé travail qui sont là aussi pour vous accompagner au mieux afin de voir avec vous ce qu'il est possible de faire. Vous pourrez retrouver toutes les informations complémentaires et nécessaires sur notre site internet et aussi sur notre chaîne YouTube où vous allez aussi pouvoir retrouver un webinaire sur comment bien s'installer à son poste de travail, que ce soit sur site ou en télétravail. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire.